dans notre société, nos populations, nos membres de famille, nos enfants, nos proches, nos amis, de façon quotidienne, présentent des affections, des symptômes, je dirais même plus, des malaises qui des fois nous laissent sans voix, des fois après maintes investigations, après tant d'examens réalisés en milieu hospitalier, après tant de spécialistes du secteur de la médecine naturelle ou alors de la médecine moderne, actuelle, très en avant, nous nous retrouvons avec les mêmes symptômes de façon quotidienne qui reviennent, qui ne cessent de revenir. Des douleurs au ventre, des maux de tête, n'est-ce pas? Des symptômes diarrhéiques. Vous ne cessez de faire des diarrhées de façon quotidienne. Des poussées de fièvre de façon quotidienne, n'est-ce pas? Des douleurs articulaires de façon quotidienne. Et le symptôme, n'est-ce pas? Cette manifestation physique, n'est-ce pas? D'une affection le plus courant que moi je rencontre, n'est-ce pas? Chez les personnes de tout âge. Je pars directement à partir de 5 ans. Les enfants à partir de 5 ans jusqu'à X âge. Les douleurs au niveau de l'estomac, au niveau du ventre, des douleurs qui peuvent se propager chez certains jusqu'au bas du dos, dans la colonne vertébrale, dans la cage thoracique même parfois, au niveau du sternum, le sternum là, ou alors des diaphragmes, ou au niveau des hanches. Cette douleur-là qui ne cesse de persister de façon quotidienne. Vous allez faire beaucoup d'examens, parfois ça revient négatif. Toujours négatif. On se demande d'où vient ce problème. Quels sont les facteurs d'exposition? Quels sont les facteurs liés? Je vous propose ici, comme sujet de recherche, si vous êtes en premier cycle, peut-être deuxième année ou troisième année, vous allez avoir votre licence dans les sciences biomédicales, que ce soit en spécialité de microbiologie, hématologie, microbiologie alimentaire, j'en passe la spécialité. L'étude des facteurs d'exposition liés à certaines pathologies de votre choix pourrait largement faire l'objet d'une étude pertinente qui pourra aider notre population, notre communauté, surtout en contexte limité comme le nôtre, où la plupart des laboratoires ne disposent pas des plateaux techniques adéquats, des appareils, des spécialistes à disponibilité, ou alors à disposition des nutritionnistes, les gastro-entérologues, n'est-ce pas, les hématologues, les virologues. Non, ce n'est pas. À l'exception des grandes formations sanitaires, des hôpitaux généraux, centraux et régionaux, et également de certaines cliniques, de grandes cliniques, il sera difficile de rencontrer plus de 2 spécialistes dans nos formations sanitaires. Le plus souvent, on a des gynécologues, des pédiatres. Mais avoir par exemple les dermatologues, les radiologues, les gars de la traumatologie, vous ne pouvez pas dire les traumatologues, toutes ces spécialités-là, c'est difficile de les avoir sur la main. Encore que quand vous rencontrez un, que ce soit un hépatologue, il existe tellement de spécialités dans les sciences humaines. Une fois que vous avez même un sur la main, c'est sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous. Vous ne pouvez pas les avoir 24 heures sur 24. Non. Ils sont rares. Au fil du temps, on a de moins en moins de spécialistes disponibles. Je ne parle même pas des neurologues.
Dans certains contextes, s'il vous plaît, si vous êtes affecté par tel ou tel type de traumatisme, ça peut être un traumatisme physique, et si par exemple il vous faut un neurologue, attention, si vous êtes dans une zone reculée, je suis désolé, mais vous risquez de succomber. Est-ce que vous comprenez la pertinence? Revenons donc dans l'objet. Ici, j'éveille votre attention sur les études liées à l'exploration des facteurs d'exposition. Ces facteurs qui peuvent être liés à l'alimentation ou alors liés aux différents types de thérapies que vous recevez au quotidien. Ça peut être des antibiothérapies trop excessives ou de façon quotidienne. Ça peut être lié à la consommation non contrôlée des produits naturels, n'est-ce pas? Non recommandés. Ça peut être lié à la consommation de substances illicites non recommandées. Ça peut être lié à des activités quotidiennes, nos lieux de service. Ou alors, c'est-à-dire que des lieux de service, par exemple, qui vous exposent à certaines substances chimiques qui peuvent induire des pathologies dans vos organismes. Vous comprenez un peu l'approche. C'est-à-dire les facteurs d'exposition liés, n'est-ce pas? Ou alors qui induisent après un certain temps certaines pathologies dans nos différents organismes. L'étude de ces différents facteurs, dépendamment, n'est-ce pas, du type, associé à une pathologie couramment rencontrée, telle que quoi? Les infections dues par exemple à l'Helicobacter pylori. L'infection à Helicobacter pylori, qui est une bactérie, va induire certains symptômes dans votre organisme. Les douleurs au niveau de l'estomac, n'est-ce pas? Des lésions même parfois au niveau de l'estomac si rien n'est fait à temps. Et quand ça devient sévère, on a, n'est-ce pas, des symptômes de gastro-entérite très sévères qui peuvent induire des douleurs vraiment insupportables. Terrible même. Je prends juste ici le cas de l'infection à Helicobacter pylori. Cette infection à Helicobacter pylori peut être liée à plusieurs facteurs. On s'infecte à ce germe, l'infection de ce germe, ou alors l'infection de notre organisme par ce germe peut être due à plusieurs types de facteurs. Ça peut être lié à notre alimentation. L'eau que vous buvez est comment? Vos aliments, si vous prenez quotidiennement des légumes, est-ce que vous nettoyez bien? Est-ce que vous cuisez? La cuisson est bien effectuée? J'en passe. Ceci n'est qu'un exemple de pathologie que vous pouvez étudier les facteurs d'exposition liés à la survenue de cette infection et bien évidemment des symptômes. Vous pouvez largement faire cette étude pour vos travaux de recherche. Je prends un autre exemple. Les infections de la peau, dermatite, inflammation de la peau, dermatite ou dermatose. Vraiment, les affections de la peau, simplement parlant. Quels sont les facteurs d'exposition? Quel est le rythme alimentaire qu'on rencontre chez la plupart des familles qui présentent des enfants qui ont des affections de la peau? Est-ce que tu as un enfant à la maison dont vous êtes dépassé par les problèmes de peau de votre enfant? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que dans un questionnaire, vous allez pouvoir collecter certaines informations qui vont vous prouver que c'est peut-être d'origine génétique, c'est depuis des générations? Est-ce que là-bas, ils consomment beaucoup de sucre? Est-ce que là-bas, l'hygiène n'est pas bonne? Comment est-ce qu'on nettoie les habits des enfants? Est-ce que vous comprenez l'approche? Toujours dans les problèmes de peau, les démangeaisons et autres. Est-ce que quand il s'agit des adultes, quel est le produit qu'ils consomment le plus de façon quotidienne? Est-ce qu'ils prennent trop d'alcool? Est-ce qu'ils prennent trop de sucre? Est-ce qu'ils prennent trop de substances illicites? Est-ce qu'ils prennent trop de produits naturels de décoctions naturelles non contrôlées? Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques
prédisposition. Et on peut aller sur tellement de pathologies. Vous choisissez une pathologie, vous mettez en avant des symptômes couramment rencontrés et vous investiguez sur des facteurs d'exposition. Voilà un sujet de recherche qui peut avoir une très bonne pertinence. Vous pouvez même explorer jusqu'à étudier les repas qu'on mange au quotidien dans ces familles où on rencontre le plus souvent ces pathologies. Vous pouvez ressortir même les secteurs. Peut-être, bon, en premier cycle, ce n'est pas important, mais en deuxième cycle, master ou alors thèse, vous devez faire des études sur de larges populations. Voilà des études qui peuvent aider. Arrêtons de faire des études de fréquence ou alors d'étudier des symptômes liés à certaines pathologies qui ne vont pas nous aider. Non. Faisons des études qui vont nous aider. Arrêtons de faire des travaux de fréquence et autres. Ces travaux, études de fréquence de ceci, études de fréquence de telle affection, sans associer des pathologies réelles, contextuelles, de nos problèmes quotidiens de santé. Quels sont les facteurs, n'est-ce pas, qui nous exposent à développer par exemple des grippes ou des symptômes grippaux? Quels sont les facteurs ou des comportements chez les femmes ou les jeunes filles qui les exposent à des infections de la voie vaginale? De façon quotidienne, elles ont des pertes. Elles font des bains. Est-ce qu'on peut compter le nombre de bains que tu as eu à faire? Tu es dépassé par ça, non? Tout le temps, tu as des affections. Les douleurs au bas-ventre, les douleurs au bas-ventre, les douleurs au bas-ventre. Ça ne cesse pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ressortons tout, essayons de faire des études sur les facteurs d'exposition, nos habitudes quotidiennes, ces habitudes qui nous exposent à des pathologies de façon courante et récurrente dans les formations sanitaires. C'est les mêmes symptômes, c'est le même problème, c'est la grippe. Les narines coulent, c'est la même chose. Tu fais des fièvres, les narines coulent. Tu fais toujours la diarrhée, tu as toujours des douleurs à l'estomac. Tu as des douleurs aux articulations un peu de partout. La fatigue générale. Est-ce que vous comprenez? Voilà un profil d'étude que vous pouvez largement effectuer qui va aider. Et je vais terminer avec la spécialité d'hématologie. Est-ce que tous les sujets présentant, n'est-ce pas, des taux de sang le plus souvent bas, c'est forcément lié à une hémolyse ou alors une mauvaise alimentation? Pas forcément. Est-ce que dans la formation sanitaire, dans les formations sanitaires où vous avez eu à travailler, combien de fois on a ressorti des patients qui souffrent de thalassémie? Pour ma part, je compte sur le bout des doigts. Or, nous avons beaucoup de patients qui ont des thalassémies mineures ou parfois même modérées. Dans certaines thalassémies sévères, on a l'impression même que le patient est drépano. On fait l'électrophorèse. Le sujet a une électrophorèse d'hémoglobine normale. Ah. Mais alors, pourquoi est-ce que le taux de sang de ce sujet n'est pas élevé? Que ce soit le sexe féminin ou masculin. Pourquoi ça reste dans une plage entre 9 et quand c'est trop, c'est 11? Ou alors entre 8, quand c'est trop, c'est 12 ou 13. Mais sinon, le plus souvent, le taux d'hémoglobine moyen, c'est 9 ou 10. Pourquoi? Est-ce que nous faisons des investigations sur la recherche de probables présence de thalassémie? Pour ma part, je dis non. Je ne pense pas. Non. Je compte sur le bout de doigt le nombre de cas de patients souffrant d'une thalassémie qui peut être mineure, modérée, majeure ou sévère dans le contexte où je me trouve. Voilà des sujets d'études que vous pouvez largement investiguer.
de vous rendre compte que à tort, on chancuse des fois. Vous n'avez pas de syndrome hémolytique. Vous n'avez même pas de présence d'une fièvre ou alors d'une potentielle carence en fer ou tout autre sel minéraux tels que les acides foliques, n'est-ce pas? Ou vitamine B12 ou C. Il n'y a pas de carence ou alors de déficience sévère ou modérée. Mais le taux d'hémoglobine n'excède jamais une certaine valeur. Pas de drépanocytose. Combien de fois est-ce qu'on fait des investigations sur la recherche de potentiel thalassémie? Faites des recherches là-dessus. Et vous serez surpris. Vous comprenez? Ton taux de sang qui ne s'élève pas souvent de façon quotidienne, ce n'est pas parce que tu ne manges pas bien. Tu manges bien, mais ça ne monte pas toujours beaucoup. Tu peux avoir une thalassémie mineure. Et jusque-là, tu ne comprends pas. En fait, l'hémoglobine présente dans votre globule rouge, responsable de la couleur rouge du sang, dépendamment de la qualité de votre hémoglobine, votre organisme aura un tel ou tel type de réaction et de symptômes. J'entre en profondeur. Chez les patients drépanocytaires, du fait qu'ils ont une hémoglobine anormale S avec un fort taux en matière de pourcentage, cette hémoglobine anormale présente dans les hématies présente ici leur globule rouge comme une cellule anormalement structurée. Et par conséquent, l'organisme va détruire cette cellule pour éviter des complications dans l'organisme. C'est-à-dire quoi? Un système auto-immune naturel va induire la destruction de ces globules rouges de façon systématique. Ce qui fait que le taux de sang de ces sujets n'est pas souvent élevé. Et vous voyez que ces patients drépanocytaires supportent de façon courante des taux d'hémoglobine très bas. Ils supportent les 6 grammes sans problème. Les 6 grammes d'hémoglobine. 6 grammes par décilitre, tant pour moi. 6 grammes, 7 grammes, 8 grammes, 5 grammes, ils tolèrent. Parfois même 3 grammes, ils tolèrent. Mais il faut agir parce qu'ils vont présenter des symptômes. Et cette lyse, c'est-à-dire que cette lyse massive des hématies au niveau de la rate, n'est-ce pas? Ou alors encore des globules rouges. C'est ça qui induit la baisse du taux d'hémoglobine. C'est-à-dire que leur hémoglobine ne peut pas s'exceller vu que l'hémoglobine qui est produit, la qualité d'hémoglobine présente dans leur globule rouge de façon quotidienne, elle n'est pas bonne. Et leurs globules rouges ont aussi une forme anormale. Et par conséquent, ils seront détruits ou détruites. Et les thalassémies entrent dans la même famille. Les thalassémies sont toujours liées à la structure de l'hémoglobine des patients. Ce sont des anomalies, le plus souvent génétiques, comme la drépanocytose. Ce qui fait que l'hémoglobine n'est pas forcément, c'est-à-dire que l'hémoglobine n'est pas normale. Elle ne remplit pas sa fonction dans les normes comme l'hémoglobine normale. Par conséquent, le corps va détruire. Dès que le globule rouge ne fonctionne plus bien, le corps détruit. Vous comprenez? Je vous propose de faire cette investigation. Si tu le fais, je serai ravi que tu rejoignes notre communauté. Les liens sont en description des chaînes. Et là-bas, on va aller en profondeur. Nous avons fait une formation, n'est-ce pas? Une vidéo, une petite vidéo pas très longue, où nous vous présentons et décrivons un manuel que tu peux prendre comme un catalogue qui va vous guider en initiation à la recherche. Je trouve que ce manuel est très intéressant, n'est-ce pas? Et je pense que ce manuel peut t'aider. Et en plus, c'est gratuit. Vas-y, rejoins notre communauté. Tu peux télécharger ce manuel. Va regarder cette vidéo
Et dans cette vidéo, je te présente les différents problèmes que tu aurais dû éviter ou alors que tu pourras rencontrer si tu es en début d'initiation. Voilà donc ici présenté une étude qui peut vous aider. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut explorer ce genre d'étude? Pour pouvoir prouver le facteur de corrélation, c'est-à-dire que pour pouvoir prouver la corrélation qui existe entre un facteur d'exposition, une habitude et une pathologie, nous allons calculer ce qu'on appelle les indicateurs, n'est-ce pas, du haut ratio. Il existe beaucoup d'indicateurs qu'on peut utiliser pour pouvoir évaluer le facteur d'exposition. L'indicateur le plus utilisé pour mettre en évidence cette corrélation, ce lien de cause et effet entre le facteur et la pathologie ou la maladie est le haut ratio. Le calcul du haut ratio nous permet de savoir si le facteur est lié à la maladie. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous vous exposez trop à telle ou telle chose, vous pouvez avoir telle pathologie. Ou alors cette pathologie, les sujets qui ont cette pathologie présentent le plus souvent ces symptômes et ils sont exposés à tel type de contexte, ou alors de pathogène, ou alors de tel type de, c'est-à-dire une situation, phénomène, n'est-ce pas, ou réaction, ou contact. Comprenez ça? Donc il y a le haut ratio qu'on peut calculer. Vous comprenez? On peut le calculer. Il y a également les coefficients, n'est-ce pas, de vraisemblance, ou encore les coefficients relationnels, le coefficient R. Il y a également les tests de qui carré et autres, n'est-ce pas? Mais le plus utilisé, n'est-ce pas, est le haut ratio. Mets en commentaire si tu aimerais savoir comment est-ce que tu vas faire ta revue de littérature, comment choisir une pathologie et les facteurs que vous allez étudier, n'est-ce pas? Comment choisir la pathologie, comment faire la revue de littérature, comment structurer votre méthodologie de recherche, le type d'étude, calcul d'appropriation d'études, la méthode de collecte d'échantillons jusqu'à l'analyse. Comment est-ce que vous allez analyser les données? Quels outils vous allez utiliser? Le plus important pour pouvoir analyser les données. Tu traites les données. Le traitement des tests, c'est quel outil que tu vas utiliser? Le traitement de vos références bibliographiques, quel outil? La gestion de votre questionnaire, quel outil tu vas faire? Est-ce que tu vas faire de façon manuelle ou alors automatisée avec un logiciel tel que CS Pro pour la conception des masques de saisie? Quel outil que tu vas utiliser pour faire l'analyse statistique? Pour le calcul de ces indicateurs, est-ce que tu vas utiliser Excel, EpiInfo ou SPSS? J'en passe. Mets un commentaire si tu veux qu'on entre en profondeur ou rejoins-moi dans ma communauté pour qu'on en parle. N'est-ce pas? Je ne peux pas vraiment tout dire dans une seule vidéo. C'est que la vidéo va faire des heures et des heures. Je préfère me réserver, n'est-ce pas? Et donner l'assistance qu'il faut aux vrais passionnés qui en auront vraiment besoin. N'est-ce pas? Et si tu es un professionnel et que tu as trouvé que cette vidéo est pertinente, partage cette vidéo, mets un pouce afin que ça puisse atteindre d'autres personnes au loin qui en ont besoin. À très bientôt pour une prochaine perspective.